Le voiturier était déjà parti. J'ai garé ma propre voiture à l'extrême limite du parking en gravier, essuyant mes paumes contre ma robe bordeaux, essayant d'atténuer les plis qui s'étaient creusés pendant ce trajet tendu. Le pneu crevé m'avait retardé de près d'1 heure, et au moment où je suis arrivé au domaine viticole, le soleil était déjà bas, jetant de longues ombres sur le terrain soigné. « Tu vas y arriver, Rachel ?» me suis-je chuchoté à moi-même, vérifiant mon maquillage dans le rétroviseur une dernière fois. À 63 ans, j'avais appris à appliquer juste assez de fond de teint pour adoucir les ridules autour de mes yeux, sans avoir l'air d'en faire trop. Mes cheveux parsemés de fils d'argent étaient soigneusement épinglés sur ma nuque. Élégante, mais pas tapa accent grave-l'œil. Samuel disait toujours que j'étais à mon avantage quand je restais simple. Le poids du sac à dos se balançait à mon côté à chaque pas irrégulier sur le gravier. À l'intérieur se trouvait une courte pointe que j'avais passé 2 mois et demi à confectionner. J'avais assemblé des morceaux de tissu qui contenaient notre histoire familiale, un carré de la couverture de bébé de Samuel, un autre de sa toche de remise de diplôme universitaire, et même un morceau de la robe que je portais lorsque j'ai rencontré son père pour la première fois. Le tout était enveloppé dans du papier crème et noué avec un ruban bordeaux, les couleurs de leur mariage. Je me souvenais avoir revérifié le thème des couleurs avec la mère d'Ila il y a des mois de cela. Des rires flottaient depuis la terrasse, clairs, aigus, polis. J'ai suivi le son en contournant le bâtiment, ne voulant pas faire irruption par les portes d'entrée au beau milieu d'un toast ou d'une danse. Un petit groupe s'était rassemblé près du brasero, coupe de champagne levée, visage rayonnant dans la douce lumière. « Dieu merci, elle n'est pas venue », dit quelqu'un. C'était Ila, ma nouvelle belle-fille, sa voix résonnant clairement dans l'air de la soirée. Le groupe éclata de rire. Je me suis figé derrière la haie. Elle part d'une bonne intention, ajouta Ila avec un soupir théâtral. Mais elle est juste un peu. D'autres rires suivirent. Quelqu'un dit quelque chose sur l'énergie. Un autre sur l'ambiance. Et puis Samuel, mon fils, mon enfant unique, le garçon que j'avais élevé seul après que son père nous eût abandonnés alors qu'il n'avait que 7 ans, rit lui aussi. Il ne prononça pas mon nom. Il ne prit pas ma défense. Il sourit simplement, se tourna pour embrasser la tempe d'Ila et leva son verre. Je suis restée là, silencieuse, ma main serrée autour de la poignée du sac à dos jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal. Le vent tourna, soulevant le PAN de mon châle et gravant leurs mots encore plus profondément dans mes oreilles. J'ai reculé, veillant à ce que mes talons ne crissent pas sur le gravier. Il y avait un banc près du parking. Je m'y suis assise pendant un long moment. Je ne sais plus combien de temps, j'entendais juste la musique lointaine et quelqu'un réclamait le toast suivant. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Jessica, ma voisine, voulait savoir si j'étais bien arrivé après m'avoir aidé à changer le pneu. Je n'ai pas répondu. Finalement, je me suis levé. Je ne suis pas parti. Je suis entré par la porte latérale, celle qui se trouve près de la cuisine, où le personnel a à peine levé les yeux vers moi. Mes talons claquaient doucement sur le carrelage tandis que je me dirigeais vers la salle de réception, passant devant des plateaux de hors-d'œuvre et des serveurs regroupés près de la machine à expresso. J'ai gardé les épaules droites et le regard fixe. À l'intérieur, la pièce scintillait, des touches dorées, des bougies flottantes, des rires résonnant contre chaque mur. J'ai cherché ma table. Il y en avait 10, peut-être 12, disposées en cercle autour de la piste de danse. Je suis passé lentement devant chacune d'elles, scrutant les petits cartons pliés. Rien. Pas de Rachel Young, pas de mère du marié, pas même de table réservée. Je n'ai pas demandé d'aide. J'ai simplement trouvé une chaise près du mur, à côté d'une colonne de lierre entourée de guirlandes lumineuses, et je m'y suis assise. J'ai posé le sac à dos sur mes genoux et j'ai gardé mes 2 mains dessus, comme si je protégeais quelque chose de fragile. Peut-être était-ce le cas. Ils ont projeté un diaporama peu après le premier plat, des photos de bébés, des pièces de théâtre scolaire, des vacances à la plage. L'enfance d'Ila occupait la moitié de l'écran. Ses parents rayonnaient depuis des chalets de ski et des bords de lac. J'ai attendu les clichés familiers que j'avais envoyés, Samuel avec ses dents de devant manquantes tenant fièrement son trophée de dictée de CE2, endormi sur mon épaule dans un bus pour la Virginie. Aucun d'eux n'est apparu. J'ai regardé attentivement. Chaque photo où je figurais autrefois avait été recadrée, coupée, modifiée. Sur l'une d'elles, je pouvais même apercevoir mon coude dans un coin, rapidement remplacé par une transition florale et un éclat de trompette.
La salle a applaudi. J'ai tapé dans mes mains une fois, peut-être deux. Plus tard, au moment des toasts, la mère d'Hila a essuyé ses yeux avec un mouchoir monogrammé. Samuel s'est levé pour parler, la voix chaleureuse et assurée, et a remercié tous ceux qui les avaient aidés à devenir ce qu'ils étaient. Il n'a pas regardé dans ma direction. La première danse a suivi. Samuel a fait tourbillonner Hila doucement. Puis il a dansé avec Patricia Phillips, la mère d'Hila. Un balancement lent et répété. Tout le monde souriait. Personne ne s'est approché de ma chaise. Pas un mot, pas même un regard. Mais je suis resté, parce que j'avais besoin de voir jusqu'où ils étaient allés sans moi. Je me souviens du jour où j'ai vendu mon alliance. C'était au printemps, le genre de journée de fin mars qui sent encore le gel. Je suis entré chez un petit bijoutier à 2 villes de là, la main serrée dans la poche de mon manteau. Et quand je l'ai ouverte, l'homme derrière le comptoir a regardé l'anneau d'or et m'a proposé un montant. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pensé à Samuel qui se tiendrait sur la pelouse de cette université quelques mois plus tard. Sa lettre d'admission dans une main, son avenir dans l'autre. Cet argent a couvert son acompte. Il ne l'a jamais su. Alors que j'étais assise seule à cette réception de mariage, ses souvenirs ont rejailli, non pas comme une arme à utiliser contre lui, mais comme une simple vérité que je portais en moi. Le poids des années passées à le faire passer en premier. J'avais cousu son costume de bal de promo moi-même la nuit précédente. Il était minuit, la table de la salle à manger était couverte de tissu, des épingles dans la bouche, mon café refroidissant à côté de moi. Il s'y était pris tard, disant d'abord qu'il ne voulait pas y aller, puis il avait changé d'avis quand ses amis s'étaient trouvés des cavalières. Je ne lui ai jamais dit à quel point j'étais fatigué. J'ai simplement souri et repassé le revers bien droit. Quand Hila a été acceptée pour ce stage à Washington il y a 3 ans, Samuel a dit qu'elle avait besoin d'une nouvelle garde-robe, professionnelle, comme il l'appelait. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube pour lui confectionner une garde-robe capsule, 3 jupes, 2 chemisiers, un manteau ajusté. Je les ai enveloppés dans du papier de soie et pliés soigneusement dans une valise que j'avais achetée d'occasion. Elle m'avait remercié à l'époque, avec désinvolture, comme si j'avais choisi ses vêtements sur un portant de solde. Le mariage est arrivé, et j'ai envoyé ma contribution financière en toute discrétion. Un acompte pour le lieu de réception, payé directement, sans reçu dans le classeur, sans mention dans les discours. Je m'en fichais. Je me disais que je ne le faisais pas pour la reconnaissance. Je voulais simplement m'assurer qu'ils aient le départ dont ils rêvaient. Mais maintenant, assise seule au fond de cette salle, regardant un diaporama qui m'avait effacé, entouré de fleurs que j'avais en partie payées et de visages auxquels je ne manquais pas, je me demandais si, finalement, je n'aurais pas aimé un merci, ou un regard, ou simplement mon nom prononcé à voix haute. La musique a changé. Un nouveau couple est arrivé et s'est installé sur les chaises à côté de moi. Ils ne m'ont pas demandé qui j'étais, je ne me suis pas présenté. Une magnifique cérémonie, n'est-ce pas, a dit la femme à son compagnon. Pas pour moi, ai-je pensé, mais j'ai hoché la tête quand même. La famille de la mariée a vraiment fait les choses en grand, a répondu l'homme. J'ai entendu dire qu'ils ont de très bonnes relations à Chicago. J'ai pensé à mentionner ma contribution pour les fleurs qui ornaient chaque table, l'acompte que j'avais payé pour cette salle même. Les mots se sont formés dans ma bouche, mais se sont dissous avant d'atteindre mes lèvres. À quoi bon? Un serveur s'est approché avec du champagne. Il a proposé des coupes au couple d'à côté, puis a commencé à s'éloigner. Excusez-moi, ai-je dit doucement. Il s'est retourné, surpris, comme s'il me remarquait pour la première fois. Pourrais-je en avoir une aussi, s'il vous plaît? Ma voix m'a semblé étrangère, trop polie, trop timide. Oh, bien sûr, madame. Je suis désolé. Il m'a tendu une coupe, l'excuse dans son regard rendant évident le fait que j'étais invisible jusqu'à ce que je parle. Je ne l'ai pas bu. J'ai juste tenu le verre frais entre mes paumes, regardant les bulles monter et disparaître. Comme moi dans cette pièce, comme moi dans la nouvelle vie de mon fils. La découpe du gâteau est arrivée ensuite. Je me suis souvenu avoir interrogé Samuel sur les parfums il y a des mois. Il m'avait dit qu'il la décidait. J'avais proposé de les mettre en contact avec Madame Bennett, qui avait préparé chaque gâteau d'anniversaire de Samuel depuis son enfance. Il m'avait répondu qu'ils avaient trouvé quelqu'un de plus moderne.
Le gâteau était composé de 5 étages de pâte à sucre blanche avec des feuilles d'or. Magnifique, mais je savais sans y goûter qu'il serait sec à l'intérieur. Samuel n'a jamais aimé la pâte à sucre. Enfant, il l'enlevait toujours, préférant la crème au beurre en dessous. Je me suis demandé s'il l'avait dit à Hila. Je me suis demandé s'il savait qu'il adorait secrètement les parts de coin parce qu'elles contenaient plus de glaçage, ou qu'il léchait toujours la cuillère quand nous cuisinions ensemble, même adolescent. Même quand il prétendait être trop branché pour faire de la pâtisserie avec sa mère. Ils ont coupé le gâteau ensemble, sa main sur la sienne. Le photographe, l'un des cousins d'Hila, leur a demandé de se faire goûter mutuellement des morceaux. Samuel en a étalé un peu sur le nez d'Hila, et l'a semblé à Harry. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air complets. J'ai glissé le sac cadeau sous ma chaise. Peut-être que je l'enverrai par la poste plus tard. Peut-être pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai enlevé ma robe, je l'ai suspendue soigneusement et j'ai laissé le sac cadeau sur la console de l'entrée. Je me disais que peut-être, juste peut-être, quelqu'un appellerait. Qu'il y aurait un message, même court, un merci, ne serait-ce que par politesse. Rien n'est venu. Le lendemain matin, les photos du mariage étaient déjà en ligne. La mère d'Hila avait publié un album intitulé « Notre journée parfaite ». Il y avait plus de 200 photos. Hila en dentelle, Samuel en gris, le domaine baigné par la lumière du coucher de soleil, les invités riant, dansant, trinquant. J'ai fait défiler les images lentement. Au début, je me suis cherché. Puis j'ai regardé de plus près les photos de groupe, les plans larges, l'arrière-plan de la découpe du gâteau. Je ne figurais sur aucune d'elles. Il y avait une photo, floue, prise de loin, où l'on devinait à peine la silhouette de mon épaule. J'ai reconnu la broche que je portais, mais même cela avait été éliminé par un recadrage habile. J'ai fermé l'onglet. À midi, j'ai appelé Samuel. Le téléphone a sonné 4 fois, puis est tombé sur la messagerie. Je n'ai pas laissé de message. Je me disais que je ne savais pas quoi dire, mais la vérité était que je ne savais pas comment demander de la reconnaissance sans avoir l'air désespéré. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où j'avais rangé le carton d'invitation, celui que je n'avais jamais renvoyé. Hila me l'avait remis en main propre des semaines plus tôt, accompagné d'un regard ferme et du programme imprimé des festivités. Je l'ai sorti, je l'ai lissé sur le plan de travail, je l'ai glissé de nouveau dans son enveloppe et je l'ai cacheté. Ensuite, j'ai pris un morceau de ruban adhésif transparent et je l'ai collé sur le rabat. Sans colère, sans amertume, c'était simplement fini. Je l'ai placé dans le tiroir avec les vieux patrons de couture que je n'utilisais plus, j'ai éteint la lumière et j'ai fait bouillir de l'eau pour le café. La sonnette a retenti juste après 15 heures. Pendant un instant idiot et plein d'espoir, j'ai cru que c'était Samuel. Au lieu de cela, Jessica Harper se tenait sur mon porche, une assiette de brownie à la main. Je me suis dit que tu en aurais besoin, a-t-elle dit, entrant chez moi sans attendre d'invitation. À 70 ans, Jessica se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait cessé de se soucier de l'opinion d'autrui depuis des décennies. Ses cheveux argentés étaient coupés en un carré pratique, et elle portait un jean avec un pull trop grand malgré cet après-midi tiède de mai. Le mariage était hier, a-t-elle demandé, bien qu'elle le sût parfaitement. Elle m'avait aidé à choisir ma robe, après tout. Oui, ai-je dit en prenant l'assiette pour me diriger vers la cuisine afin de préparer du thé. Jessica m'a suivi et m'a encouragé à parler, s'installant à la table de ma cuisine comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. C'était magnifique, ai-je menti avec facilité. Jessica a plissé les yeux. Rachel Young, je te connais depuis 15 ans. Ne t'avise pas de me mentir. La bouilloire a sifflé. Je me suis occupé des tasses et des sachets de thé, en lui tournant le dos. Il n'avait pas de place pour moi, ai-je fini par dire, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Pas de table, pas de présentation, aucune considération. Quoi? La voix de Jessica s'est durcie. Samuel n'a rien. Samuel n'a rien fait, les jeux interrompus en me tournant vers elle. C'est précisément le problème. Il est resté là pendant que sa femme trinquait à mon absence. Il a dansé avec la mère d'Hila au lieu de danser avec moi. Ma voix s'est brisée et j'ai serré les lèvres. Jessica est restée silencieuse un long moment. Puis elle a repoussé la chaise en face d'elle du pied. Assieds-toi, a-t-elle ordonné. Et raconte-moi tout.
Je me suis donc exécuté. Je lui ai parlé de mon arrivée tardive, de la conversation que j'avais surprise, du diaporama et du couvert manquant. Je lui ai parlé de la compte pour le lieu et de toutes les autres fois où j'avais donné discrètement sans aucune reconnaissance. J'ai l'air pathétique, ai-je conclu, fixant mon thé qui refroidissait. Non, a dit fermement Jessica. Tu as l'air d'une mère qui aime son fils plus qu'il ne le mérite en ce moment. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table pour prendre la mienne. Sa peau était fraîche et sèche contre la mienne. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Qu'est-ce que je peux faire? Il a fait son choix. C'est absurde, a rétorqué Jessica. Tu n'as pas élevé ce garçon pour qu'il traite les gens de cette façon, et encore moins toi. Je ne peux pas le forcer à vouloir de moi dans sa vie. Non, a-t-elle convenu. Mais tu peux arrêter de guetter à la fenêtre les miettes de son attention. J'ai souri faiblement. C'est ce que je fais? Tu sais bien que oui. Jessica m'a serré la main. Écoute-moi, Rachel. J'ai perdu David il y a 10 ans. La différence entre nous, c'est que je n'ai pas eu le choix de me retrouver seul. Toi, tu l'as. David, l'époux de Jessica depuis 40 ans, était décédé subitement d'une crise cardiaque en tombant dans la pelouse. C'est moi qui avais appelé l'ambulance quand Jessica avait crié à l'aide. J'étais resté avec elle à l'hôpital et je l'avais aidé à organiser les funérailles. Je savais à quoi ressemblait une véritable perte. Ce n'est pas la même chose, ai-je protesté. Non, en effet, a-t-elle admis. Ce que fait Samuel est un choix, et tu dois en faire un toi aussi. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre de la cuisine, regardant mon petit jardin où les premières fleurs de printemps commençaient à sortir de terre. Tu te souviens quand la fille de Margaret a essayé de la placer dans cette horrible maison de retraite, a demandé Jessica, changeant brusquement de sujet. Margaret était une autre voisine, une veuve d'octogénaire qui vivait 3 maisons plus bas. Bien sûr, ai-je répondu. Sa fille voulait vendre la maison, a hoché Jessica. Et qu'a fait Margaret? J'ai souri à ce souvenir. Elle a rejoint ce groupe de défense des personnes âgées et a découvert que sa fille ne pouvait pas légalement la forcer à déménager. Puis elle a transféré la maison dans une fiducie. Exactement, a dit Jessica en se retournant vers moi. Margaret ne s'est pas lamentée sur son sort. Elle a agi. Je comprenais ce que Jessica essayait de dire, mais ma situation me semblait différente. Samuel n'essaie pas de me prendre ma maison. Non, il te prend quelque chose de plus précieux. Ta dignité, ta place dans sa vie. Jessica est revenue s'asseoir. Alors, je te le demande à nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'avais pas de réponse. Pas encore. Après le départ de Jessica, je suis resté à la fenêtre de ma cuisine, regardant les ombres s'étirer sur mon petit jardin. Il avait besoin d'entretien. La clôture avait besoin d'être peinte. Depuis des années, j'avais l'intention d'aménager l'extérieur comme je l'avais toujours voulu, peut-être une pergola avec des rosiers grimpants, ou un petit bassin. Mais il y avait toujours eu quelque chose de plus important. Les frais de scolarité de Samuel, l'appartement de Samuel, le mariage de Samuel. Cet après-midi-là, j'ai ouvert les fenêtres et, pour la première fois depuis des semaines, je me suis assis sans consulter mon téléphone. J'ai regardé la poussière danser dans les rayons du soleil et j'ai écouté le carillon éolien des voisins. J'ai réfléchi à la question de Jessica. Que allais-je faire? La réponse est venue lentement, comme l'aube pointant à l'horizon. J'allais cesser d'attendre. J'ai commencé à marcher chaque matin avant que la chaleur ne s'installe. Juste en haut de la rue, devant l'ancien bureau de poste et l'église aux volets blancs écaillés. Mes articulations ont protesté au début, mais j'ai bien accueilli cette douleur. C'était une sorte de dialogue, mon corps me rappelant que j'étais toujours là. Je préparais du café noir à mon retour. Fort, chaud, sans sucre. Je le buvais sur le porche, les jambes enveloppées dans la courte pointe même que j'avais prévu de leur offrir. Le sac à dos était toujours près de la porte d'entrée. Je n'avais pas encore décidé quoi en faire. Au début, je cherchais mon téléphone par habitude. Je faisais défiler l'écran pour voir si Samuel avait publié quelque chose de nouveau. Puis j'ai arrêté, non pas par dépit, mais par lassitude. Le silence me semblait plus sain. Je n'envoyais pas de messages. Je ne commentais pas. J'ai laissé ma part de communication s'éteindre.
Le deuxième jeudi après le mariage, je suis passé devant le centre communautaire et j'ai vu une affiche collée sur la vitre, atelier textile, débutant bienvenue. J'ai détaché le coupon avec le numéro et je me suis inscrite le lendemain. C'était un petit groupe, 4 femmes, un homme et une jeune fille d'à peine 20 ans, qui disaient vouloir apprendre la vraie couture, pas les trucs de TikTok. J'avais apporté mes propres aiguilles et je portais le dé à coudre que ma mère m'avait offert. L'animatrice, Olivia Water, était plus jeune que moi, la cinquantaine naissante, ses bras couverts de tatouages colorés qui dépassaient de ses manches retroussées. Ses cheveux gris étaient méchés de violet, et elle s'exprimait avec une assurance qui incitait tout le monde à l'écouter. La couture ne consiste pas seulement à assembler des tissus, nous a-t-elle dit le premier jour. Il s'agit d'assembler des histoires. Chaque pièce que vous créez porte votre énergie, votre intention. L'homme du groupe, Marcus Jenkins, en a ri. Moi, je veux juste réparer mes jeans, a-t-il dit. Olivia a souri. Commencez par le pratique, finissez par le magique. C'est toujours comme ça que ça se passe. Elle m'a plu immédiatement. Après le cours, je suis resté pour aider à ranger et j'ai fini par me proposer pour animer une séance la semaine suivante sur les techniques de courte pointe. Ils m'ont demandé quel nom je préférais inscrire sur la feuille d'inscription. J'ai hésité une seconde avant de l'écrire. Rachel Young, pas maman, pas Madame Young, juste moi. Le soir, je cuisinais ce qui me plaisait. Je laissais la vaisselle dans l'évier jusqu'au lendemain si je n'avais pas envie de la laver. J'allumais une bougie certains soirs, pour personne d'autre que moi, juste parce que j'aimais la lueur de la flamme. Le téléphone restait silencieux. Il ne me demandait pas où j'étais passé. Il ne semblait même pas s'en apercevoir. Et pourtant, chaque jour me semblait un peu plus mien, le genre de journée pour laquelle je n'avais pas pris de temps depuis des années. Madame Alpern l'a mentionné en passant alors que nous désherbions la bande de terre mitoyenne entre nos jardins. Elle est radieuse, a-t-elle dit, en louchant vers l'écran de son téléphone. Lorraine a publié l'annonce ce matin. Tu dois être aux anges. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai enfoncé mon pouce un peu plus profondément dans la terre et j'ai hoché la tête comme si je le savais depuis le début. La publication était en ligne depuis des heures. Je ne l'avais pas vue. Je n'avais pas été identifié. Il y avait une photo, que j'ai cherchée moi-même plus tard, de Samuel et Hila debout devant une clôture peinte en blanc, tenant une minuscule paire de baskets entre eux. La légende disait, arrivée prévue cet automne. 3000 mentions j'aime, des dizaines de commentaires, aucune mention d'une grand-mère. Je me suis assise sur mes marches arrière, de la terre sous les ongles, pensant à ce nouvel être qui partagerait mon sang, mais peut-être pas mon nom. Allait-il m'effacer de leurs photos lui aussi? Allait-il seulement prendre des photos avec moi? La courte pointe que j'avais faite pour le mariage était toujours près de la porte. Je suis allé la chercher, je l'ai déballée soigneusement, passant mes doigts sur les points de couture. À cet instant, j'ai décidé que je ferais quelque chose de nouveau, non pas pour Samuel et Hila, mais pour l'enfant, quelque chose qu'il ne pourrait pas couper ou remplacer par quelque chose de plus moderne. 2 semaines ont passé avant que Samuel n'appelle. Son numéro a illuminé mon écran vers l'heure du dîner. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Salut, maman » a-t-il dit. J'entendais la voix d'Hila en arrière-plan, riant de quelque chose. « Comment vas-tu » a-t-il ajouté. « Bien » ai-je répondu, le mot net et propre entre nous. Un silence. Nous nous demandions si tu pourrais faire quelque chose pour le bébé, a-t-il poursuivi. J'ai dégluti, regardant le tas de tissus sur ma table de cuisine, un nouveau projet, une courte pointe souvenir pour une femme dont la sœur était décédée, chaque carré coupé dans de vieilles robes et des aubes de corail pour la chambre de l'enfant. Il a pensé que ce serait gentil, tu sais, sentimental. Je sentais l'intonation préparée dans sa voix, comme s'il essayait de paraître détaché mais pas trop, comme s'il avait répété cet appel. J'ai plié soigneusement l'un des carrés de tissu avant de parler. Je ne couds pas pour les gens qui se réjouissent de mon absence. Le silence qui a suivi n'a pas été douloureux. Il s'est simplement installé. Je vois, a-t-il fini par dire. Vraiment, ai-je demandé, surprise par la franchise de ma propre question. Un autre silence. Maman, si c'est à cause du mariage. Ça l'est, ai-je confirmé. Mais c'est aussi pour les années précédentes et toutes celles qui viendront après. Je ne comprends pas, sa voix se faisait plus dure,
retrouvant cette attitude défensive que j'entendais lorsqu'il était adolescent et qu'il était pris en flagrant délit de mensonge. Tu comprendras, ai-je dit. Nous nous sommes dit au revoir peu après. Aucune mention de visite, aucune invitation à l'aider pour la chambre ou à assister à la fête de naissance qui serait inévitablement organisée. Juste une conclusion tranquille qui ressemblait plus à un commencement qu'à une fin. Ce soir-là, j'ai sorti l'enveloppe contenant mes documents de succession et j'ai pris le temps d'examiner chaque ligne. J'ai retiré un nom, ajouté une note, paraphé le coin inférieur. Quand j'eus terminé, j'ai préparé une deuxième tasse de café, plus forte que d'habitude, et j'ai regardé le soleil descendre derrière la clôture arrière, comme s'il n'avait nulle part ailleurs où aller. J'ai commandé la nouvelle plaque de boîte aux lettres un jeudi. Elle est arrivée dans un emballage marron fin, soigneusement enveloppé. Les lettres gravées dans l'acier brossé indiquaient « R. Young ». Je me tenais près du trottoir, un tournevis dans une main et l'ancienne plaque dans l'autre. L'original affichait « Les Young » depuis des décennies. Un vestige du temps où je croyais que faire partie d'un tout signifiait ne jamais être oublié. La nouvelle s'adaptait parfaitement, sans difficulté. Quand j'ai reculé pour admirer mon travail, j'ai remarqué Denise Carter, de mon cours de couture, qui promenait son chien de l'autre côté de la rue. Elle a levé la main pour me saluer et je lui ai rendu son geste. « Nouvelle boîte aux lettres » a-t-elle crié. « Nouveau tout » ai-je répondu, et elle a hoché la tête comme si elle comprenait parfaitement. Denise avait la cinquantaine naissante, récemment divorcée après 30 ans de mariage. En classe, elle travaillait avec une détermination tranquille, décousant et recousant les coutures jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Elle me rappelait un peu moi-même, minutieuse, précise, refusant de se contenter de l'à peu près. Un café, ai-je proposé en montrant mon Porsche. Elle a hésité, puis a hoché la tête. J'ai 20 minutes avant un appel professionnel. Nous nous sommes assises sur mes marches d'entrée, 2 tasses entre nous, son petit terrier couché à nos pieds. « J'aime la nouvelle plaque », a-t-elle dit en regardant la boîte aux lettres. Épuré. « Il était temps », ai-je répondu. « C'est toujours le cas, n'est-ce pas ?» Denise a souri, mais il y avait de la compréhension dans ses yeux. Ma thérapeute dit que nous savons souvent ce que nous devons faire bien avant de le faire réellement. J'ai hoché la tête, pensant au cadeau de mariage toujours à l'intérieur, à la carte d'invitation scellée avec du ruban adhésif, à toutes les fois où j'avais choisi le silence plutôt que la vérité. Mon fils et sa femme attendent un bébé, ai-je dit, les mots s'invitant dans l'espace entre nous. Félicitations, a dit automatiquement Denise, avant de s'interrompre. Ou pas, j'ai ri, d'un petit rire surpris. Je ne sais pas encore. Cette même semaine, j'ai lancé mon site internet. Une page simple, Fils par R. Young, avec des photos de courtes pointes faites à partir d'aubes de corail, de vestes en jean, de robes d'anniversaire, chacune cousue avec soin et racontant une histoire. Les commandes sont arrivées lentement au début, puis régulièrement, et sans que j'aie à le demander, 2 femmes du centre de couture m'ont demandé si je pouvais être leur mentor. L'une d'elles était Denise. L'autre était une jeune mère qui confiait à mi-voix que la couture était la seule chose qui lui permettait de se retrouver après la naissance de ses jumeaux. J'ai dit oui sans hésiter. Le samedi matin, nous travaillions dans un coin de la salle communautaire, près des fenêtres. Je leur apprenais à border les angles, à assortir les fils aux souvenirs. Nous ne parlions ni de mari ni d'enfant, à moins de le vouloir. Certains jours, nous restions simplement assises et laissions le ronronnement des machines combler le silence. « Tu as un don pour cela », m'a dit Denise un matin alors qu'elle me regardait faire la démonstration d'un point particulier. Pas seulement pour la couture, pour l'enseignement. J'ai senti quelque chose de chaleureux s'épanouir dans ma poitrine. De la fierté peut-être, ou le simple plaisir d'être estimé. J'ai eu beaucoup d'entraînement, ai-je dit. Samuel s'asseyait souvent à mes pieds pendant que je travaillais, me posant 1000 questions. C'était la première fois que je parlais de lui au groupe. Les mains de Denise se sont arrêtées sur son tissu. « Ton fils ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Il adorait regarder la machine. Il disait qu'elle faisait le bruit d'un petit train. Le souvenir était doux, intact malgré les événements récents. Je le conservais précieusement, comme la chose délicate qu'il était. « Est-ce que tu apprendras à ton petit enfant ?» a demandé doucement Denise. Je n'ai pas répondu tout de suite. La question flottait entre nous, ni lourde ni légère, simplement présente. « Si on m'y autorise », ai-je dit finalement. Denise s'est approchée et m'a serré la main,
un geste bref mais ferme. Nous nous sommes remis au travail, les machines ronronnant, la lumière du matin se déplaçant sur la table au fil des heures. Un mois plus tard, un journaliste du journal local est venu au centre communautaire. Il rédigeait un article sur les artisans locaux pour le supplément du dimanche et a demandé à m'interviewer. Il a commencé par des questions polies, comment j'avais débuté, ce qui m'inspirait, l'histoire derrière mon activité. Alors, vous êtes mère de famille vous aussi, a-t-il demandé négligemment en regardant une photo sur mon téléphone, l'une des rares que j'avais laissée visible, montrant Samuel lors de sa remise de diplôme de fin d'études secondaires. J'ai souri, sans méchanceté. Je suis une créatrice, ai-je dit. Il a noté cette phrase mot pour mot. Et quand l'article est paru le week-end suivant, cette ligne en était le titre, je ne suis pas la mère de quelqu'un. Je suis une créatrice, une artiste locale tisse sa nouvelle identité. Je l'ai découpée et collée au-dessus de ma table de couture. Non pas par orgueil, mais comme une preuve. Le genre de preuve que je n'avais plus besoin d'obtenir de quiconque. À la fin du mois, j'avais 10 commandes en attente et une liste d'attente, chacune unique, une courte pointe souvenir faite avec les cravates d'un défunt mari, une robe de baptême façonnée à partir d'une robe de mariée. Une tenture murale créée à partir de t-shirts de concert trop précieux pour être jetés mais trop usés pour être portés. Olivia s'est approchée de moi après le cours un jeudi, ses bras tatoués croisés sur sa poitrine. Notre structure devient trop petite pour toi, a-t-elle dit, mais son sourire était sincère. Jamais, ai-je répondu. Le conseil d'administration du centre communautaire veut savoir si tu accepterais d'animer un cours hebdomadaire, a-t-elle poursuivi. Un poste rémunéré. Ils ont reçu des demandes depuis la parution de l'article. J'ai hésité, le réflexe de reculer, de minimiser mes compétences reprenant le dessus. Je ne suis pas sûr d'être qualifié. Arrête, l'a interrompu Olivia en levant une main. Rachel, j'enseigne les arts textiles depuis 15 ans. Tu as un don. Assume-le. J'ai pensé au courrier que j'avais reçu ce matin-là. Une invitation à la fête prénatale d'Ila, adressée de l'écriture déliée de Patricia Phillips. Pas de la main de sa fille. Pas de note personnelle, aucune considération pour mon absence de leur vie ces derniers mois. Juste un carton imprimé avec les coordonnées de la liste de naissance et une demande de réponse par téléphone. Je n'avais pas appelé. D'accord, ai-je dit à Olivia. Quand est-ce que je commence? Le lendemain, j'ai trouvé une enveloppe Kraft dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une main que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvait une lettre de Thomas Warren, le directeur de la banque où j'avais travaillé comme guichetière pendant près de 20 ans avant de prendre ma retraite le printemps dernier. Chère Rachel, commençait-elle. J'espère que vous allez bien. Je suis récemment tombé sur de vieilles photos en rangeant mon bureau et j'ai pensé qu'elles pourraient vous faire plaisir. S'y trouvaient plusieurs photographies de pique-niques d'entreprise et de fêtes de fin d'année, moi à mon bureau riant avec des collègues, moi recevant un prix pour mes 20 ans de service, moi à la fête de départ à la retraite à laquelle j'avais à peine assisté. Pressé de rentrer chez moi pour terminer les retouches de la robe de fête d'Ila. Au fond de l'enveloppe se trouvait une carte de visite avec un mot manuscrit, « J'ai vu votre article dans le journal. Votre travail est magnifique. Peut-être pourrions-nous prendre un café un de ces jours, Tom. » Je me souvenais de Thomas. Silencieux, professionnel, toujours aimable, mais légèrement distant comme le sont souvent les supérieurs. Il avait perdu sa femme des suites d'un cancer quelques années auparavant. Je lui avais envoyé une carte de condoléances accompagnée d'un petit marque-page en tissu. Rien d'extraordinaire. Je ne pensais pas qu'il l'avait remarqué. J'ai posé la carte sur le plan de travail de ma cuisine et j'ai continué ma journée, pensant répondre plus tard. Mais à la nuit tombée, je me suis surprise à la reprendre, passant mon pouce sur les lettres en relief de son nom. Je me demandais ce qui l'avait poussé à me recontacter après tout ce temps. Le lendemain matin, j'ai appelé le numéro figurant sur la carte. Rachel, a dit Thomas, la voix plus chaleureuse que dans mes souvenirs de nos relations professionnelles. Je suis ravi que vous m'appeliez. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville le lendemain après-midi. Thomas avait bien vieilli, ses cheveux étaient entièrement gris désormais, mais il dégageait la même dignité tranquille dont je me souvenais. Il portait un pull bleu sur une chemise blanche impeccable, sans cravate. La vie de retraité semblait lui convenir. « J'espère que ma démarche ne vous dérange pas », a-t-il dit après que nous nous fûmes installés avec nos cafés. « Quand j'ai vu votre article,
cela a été comme un déclic. J'ai toujours admiré votre conscience professionnelle, mais j'ignorais tout de vos talents artistiques. Ils ont toujours été là, ai-je dit. Simplement mis de côté pendant un temps. Thomas a hoché la tête, le regard compréhensif. La vie a cette fâcheuse tendance, n'est-ce pas? Reléguer des parties de nous-mêmes au second plan pendant que nous nous concentrons sur ce qui semble plus urgent. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure de mon nouveau poste d'enseignante, de son travail bénévole pour un programme d'alphabétisation, de la transition identitaire qui s'opère après la fin d'une carrière et le départ des enfants. Pas une seule fois il ne m'a interrogé sur Samuel ou ma famille. C'était comme s'il pressentait cette limite sans que j'aie besoin de la formuler. Alors que nous nous apprêtions à partir, il a hésité, puis a dit « J'aimerais vous passer une commande, si vous êtes d'accord, une tenture murale pour la nouvelle maison de ma fille. Quelque chose qui contiendrait des éléments de son enfance. » J'ai ressenti un élan d'enthousiasme face à ce défi. « J'en serais honoré, ai-je répondu. Parlez-moi d'elle. » En rentrant chez moi, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Il y avait quelque chose de libérateur à être perçu comme une personne à part entière, non pas comme la mère de Samuel ou une guichetière à la retraite, mais comme une artiste dont le savoir-faire méritait d'être sollicité. Ce soir-là, j'ai commencé à dessiner des modèles pour la tenture de Thomas. Pendant que je travaillais, mon téléphone a vibré, affichant un message d'un numéro inconnu. « Maman, c'est Samuel. S'il te plaît, appelle-moi quand tu peux. » J'ai posé le téléphone et j'ai continué à dessiner. 1 heure s'est écoulée avant que je ne le reprenne pour composer son numéro. « Maman » a-t-il répondu dès la première sonnerie. « Tu as reçu l'invitation pour la fête de naissance ?»« Oui » ai-je répondu, gardant une voix neutre. « Tu viens ?» Il semblait nerveux, presque enfantin. J'ai pris une inspiration. « Je ne pense pas, Samuel. » Le silence s'est étiré entre nous, tendu comme un fil. « C'est encore à cause du mariage ?» a-t-il fini par demander, de la frustration dans la voix. Ce n'est pas seulement à cause du mariage, les jeux interrompus. C'est une question de respect. C'est le fait d'avoir été effacé. Effacé, maman? Personne ne t'efface. J'ai fermé les yeux, revoyant les photos recadrées, le couvert manquant, le toast porté à mon absence. Samuel, ai-je dit doucement. J'ai vu les photos. J'ai entendu ce qui s'est dit quand vous pensiez que je n'étais pas là. Un autre silence, plus lourd celui-ci. C'était. Il a plaisanté, c'est tout. Ça ne voulait rien dire. Je l'ai entendu inspirer brusquement. Donc, tu nous punis en ne venant pas à la fête, tu punis ton petit enfant avant même sa naissance. La manipulation était si évidente que j'ai failli rire. L'ancienne Rachel aurait fait marche arrière, se serait excusée, serait venue avec un cadeau fait main et un grand sourire, faisant semblant que rien ne s'était passé. Au lieu de cela, j'ai dit, je ne punis personne. Je choisis la façon dont je dépense mon temps et avec qui. Quand Ila et toi déciderez de me traiter avec un respect élémentaire, nous pourrons reconsidérer nos relations. Ça ne te ressemble pas, maman, a dit Samuel, la voix durcie. Tu as changé. Oui, ai-je acquiescé. C'est vrai. Après avoir raccroché, je suis resté un long moment à ma table de couture, les mains immobiles sur le tissu. J'éprouvais un double sentiment étrange, de la peine pour la relation que nous avions eue, et la certitude tranquille et grandissante que sa fin était peut-être nécessaire pour qu'un renouveau commence. Je me suis remise à dessiner, mais les lignes ne cessaient de se brouiller. Finalement, j'ai mis mon travail de côté et j'ai sorti un morceau de tissu neuf. Un coton doux couleur crème, parfait pour la peau sensible d'un bébé. J'ai commencé à couper des formes sans modèle, travaillant à l'instinct et au souvenir. À minuit, j'avais les prémices d'une petite courte pointe, non pas pour la fête d'Ila, ni même comme un cadeau à faire valider, mais comme une promesse silencieuse faite à un enfant que je ne connaîtrai peut-être jamais. 2 jours plus tard, Jessica s'est présentée chez moi, un dossier sous le bras et l'air résolu. « On sort » a-t-elle annoncé. « J'ai des commandes à terminer » ai-je protesté. « Elles attendront » a dit Jessica, retournant déjà vers sa voiture. « Pas ça. » Curieuse malgré tout, j'ai pris mon sac et je l'ai suivie. Nous avons roulé en silence jusqu'à un petit café à l'autre bout de la ville. Pas celui où j'avais rencontré Thomas, mais un endroit plus récent, très prisé par les étudiants du collège communautaire. « Qu'est-ce qu'on fait là »
ai-je demandé alors que nous nous installions près de la fenêtre. Jessica n'a pas répondu immédiatement. Elle a commandé 2 cafés, puis a ouvert délicatement le dossier qu'elle avait apporté. « Tu te souviens quand tu m'as aidé à trier les papiers de David après sa mort ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Nous avions passé des semaines à trier les polices d'assurance, les comptes de placement et les titres de propriété. David tenait des registres méticuleux, mais la quantité était impressionnante pour Jessica dans son chagrin. « Tu m'as appris une chose importante » a-t-elle poursuivi. « Tu m'as dit, sache toujours ce que tu possèdes pour que les autres ne puissent pas te dicter ce que tu n'as pas. » Elle a glissé une feuille de papier de l'autre côté de la table. C'était l'impression d'un échange de courriel entre Samuel et un certain Kyle Bennett. L'objet indiquait, référence, la maison de maman. Mon estomac s'est noué en parcourant le contenu. Samuel interrogeait ce Kyle, visiblement un agent immobilier, sur la valeur des propriétés de mon quartier, spécifiquement sur la valeur potentielle de ma maison si elle venait à être rénovée et mise sur le marché prochainement. « Où as-tu trouvé ça ?» ai-je demandé, la voix presque inaudible. Le regard de Jessica était ancré dans le mien. Le petit-fils de Margaret travaille dans cette agence immobilière. Il a vu le nom de Samuel et s'est souvenu de lui car il tondait à pelouse quand il était au lycée. J'ai relu le courriel, espérant avoir mal compris, mais les mots étaient sans équivoque. Samuel étudiait la possibilité de vendre ma maison. Ma maison, entièrement payée, qui était mon point d'ancrage depuis 30 ans, que je n'avais aucunement l'intention de quitter. Ça ne veut pas dire, ai-je commencé, sans pouvoir finir ma phrase. Peut-être pas, a concédé Jessica. Mais si ajoute ceci. Elle m'a tendu une autre feuille. C'était l'impression d'une publication sur les réseaux sociaux faite par Ila il y a 3 mois, avant le mariage, encore en recherche de maison. Sam pense que nous devrions étudier le quartier de sa mère. Tant de potentiel avec ces maisons anciennes, surtout s'il s'agit d'un héritage. Le café commandé par Jessica est arrivé. J'ai serré mes mains autour de la tasse chaude, cherchant à me stabiliser. Ils partent du principe que je leur laisserai ma maison, ai-je dit lentement. C'est pour cela qu'ils m'ont invité à la fête. Ils ont peur que je change mon testament. Jessica n'a ni confirmé ni démenti. Elle n'en avait pas besoin, l'évidence était là. Qu'y a-t-il d'autre dans ce dossier, ai-je demandé. Des informations, a répondu Jessica en me tendant d'autres pages. Sur les fiducies de son vivant, sur la planification successorale, sur la protection de tes biens pour qu'ils aillent là où tu le décides. Margaret n'est pas la seule à savoir se montrer stratégique. J'ai passé le reste de la journée dans un état second, terminant machinalement l'une de mes pièces de commande tandis que mon esprit tournait autour de ce que je venais d'apprendre. Le soir venu, ma décision était prise. J'ai appelé l'avocat dont Jessica avait glissé la carte dans le dossier et j'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. Cette nuit-là, j'ai rêvé que ma maison était vidée pièce par pièce, les meubles disparaissant, les murs mis à nu, tandis que je me tenais dans le jardin, incapable de bouger ou de parler. Je me suis réveillé à l'aube, les draps emmêlés autour de mes jambes, le cœur battant. J'ai préparé du café et je me suis installé sur mes marches arrière, regardant le lever du soleil peindre mon jardin de reflets dorés. Les rosiers que j'avais plantés quand Samuel avait 10 ans étaient en fleurs, leur parfum embaumant l'air matinal. La mangeoire à oiseaux qu'il avait fabriquée en classe de technologie en 5e était suspendue aux vieux érables, patinée par le temps mais toujours fonctionnelle. Cet endroit abritait mon histoire, pas seulement en tant que mère de Samuel, mais en tant que Rachel Young. La femme qui avait appris la plomberie elle-même quand le lavabo de la salle de bain fuyait et qu'il n'y avait pas d'argent pour un professionnel. La femme qui avait peint chaque pièce elle-même, choisissant des teintes qui la rendaient heureuse. La femme qui avait créé un foyer, pas seulement une maison. Je ne permettrai pas qu'on la considère comme un acquis. Ni par Samuel, ni par Ila, ni par personne d'autre. Plus tard dans la matinée, Denise a appelé. « Tu es libre pour déjeuner ?» a-t-elle demandé. « Je viens de terminer un projet que tu devrais apprécier. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit traiteur près du centre communautaire. Denise est arrivée avec un grand cabas qu'elle a posé délicatement sur la table entre nous après que nous eûmes passé commande. « Je veux te montrer quelque chose » a-t-elle dit en plongeant la main dans son sac. Elle a sorti un morceau de tissu plié, un carré de courte pointe magnifiquement réalisé, affichant un motif complexe que j'ai reconnu comme une variante du modèle D, assiette brisée. « C'est splendide » ai-je dit, passant mon doigt sur les coutures précises.
C'est la première de 12 pièces, a expliqué Denise. Je réalise une courte pointe retraçant mon divorce. Chaque carré représente une étape du processus. J'ai regardé le motif d'un peu plus près. Des formes brisées et réassemblées en un tout nouveau motif, ordonné, mais laissant apparaître les coutures là où les pièces s'assemblaient. C'est le début, a poursuivi Denise. Quand tout s'est effondré au départ, a-t-elle souri avec un brin de mélancolie. D'où le motif des assiettes brisées. C'est très fort, ai-je dit sincèrement. Quel sera le dernier carré? Je ne le sais pas encore, a-t-elle avoué. Je le découvre au jour le jour, une étape après l'autre. La serveuse a apporté nos sandwichs et nous avons mangé dans un silence chaleureux pendant quelques minutes avant que Denise ne reprenne la parole. J'ai reçu une lettre de l'avocat de mon ex-mari hier. Il veut renégocier les conditions financières du divorce. Il prétend qu'il ne peut plus assumer les versements convenus. Je savais par nos discussions précédentes que l'ex-mari de Denise l'avait quitté pour une collègue plus jeune, affirmant qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Le divorce avait été difficile, marqué par des disputes sur tout, de leur entreprise commune aux chiens de la famille. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé. Denise a redressé les épaules. « Je vais me battre », a-t-elle dit simplement. J'ai mérité ma part de notre vie commune. Je ne le laisserai pas réécrire cette histoire. Ces paroles ont résonné avec ma propre situation. Une autre tentative de réécrire l'histoire, de recalculer la valeur, d'écarter la contribution. Je lui ai parlé des courriels que Jessica avait découverts, des projets apparents de Samuel et d'Hila pour ma maison. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Denise en retour. J'ai pensé au rendez-vous chez l'avocat, à la carte d'invitation scellée, au nouveau nom sur ma boîte aux lettres. Je vais me battre aussi, ai-je répondu. Mais de façon plus feutrée. Nous avons terminé notre déjeuner. Deux femmes préparant leur bataille sur des fronts différents mais parallèles. Au moment de partir, Denise m'a touché le bras. J'ai emporté ces paroles avec moi tout au long du chemin du retour, les faisant tourner dans mon esprit comme des galets polis. L'idée que la rupture puisse être non pas simplement réparée, mais transformée, non pas effacée ou dissimulée, mais intégrée dans un nouveau motif, me semblait à la fois stimulante et porteuse d'espoir. Arrivé chez moi, j'ai trouvé un autre message de Samuel, « Maman, il tient vraiment à ce que tu sois à la fête de naissance. » Ça signifierait beaucoup pour elle, pour nous. Je n'ai pas répondu immédiatement. À la place, j'ai sorti la courte pointe de bébé commencé et j'ai continué à travailler. Chaque point était un petit acte de réappropriation. Je la terminerai, non pas pour la fête, non pas comme un geste public, mais de manière intime, comme une façon de reconnaître l'enfant sans transiger sur mes propres limites. À la nuit tombée, j'ai enfin répondu à Samuel, « Je vous souhaite une excellente fête prénatale. Mon cadeau arrivera séparément. » Sa réponse est arrivée rapidement, « Donc tu ne viens vraiment pas ?» Ce n'était pas une question, je ne l'ai pas traité comme telle. J'ai posé mon téléphone et me suis remise à coudre. Le lendemain, Thomas m'a appelé pour prendre des nouvelles de la tenture murale de sa fille. Notre conversation a été fluide, dérivant de l'art au livre, puis à son récent voyage pour voir ses petits-enfants en Arizona. Avant de raccrocher, il a marqué une hésitation, puis a demandé « Aimeriez-vous que nous dînions ensemble un de ces soirs ?» Rien de guindé, juste un dîner. Je me suis surprise à accepter sans hésiter. Nous avons convenu de nous retrouver le week-end suivant dans un petit restaurant italien du centre-ville. J'ai passé plus de temps que je ne voulais bien l'admettre à choisir ma tenue, optant finalement pour une robe bleu profond que j'avais confectionnée il y a quelques années mais que j'avais rarement portée. Elle avait des poches et une encolure qui mettaient en valeur sans trop en dévoiler. Je m'y sentais bien, sûr de moi d'une manière qui n'avait rien à voir avec le regard des autres. Thomas m'attendait à mon arrivée, se levant en me voyant approcher de la table. Son sourire était chaleureux, son regard appréciateur sans être insistant. « Vous êtes ravissante » a-t-il dit simplement. Le dîner fut agréable, la cuisine excellente, la conversation glissant naturellement d'un sujet à l'autre. Thomas m'a parlé du combat de sa défunte épouse contre le cancer, du chagrin qui l'avait presque submergé après son départ, de son lent retour vers une forme de normalité. Le plus difficile, a-t-il dit en enroulant des pâtes autour de sa fourchette, a été de redéfinir qui j'étais sans elle. Nous étions ensemble depuis l'université. Je n'avais jamais vraiment vécu ma vie d'adulte en solo. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme on peut se perdre dans les relations, même les bonnes.
Surtout les bonnes, a rectifié doucement Thomas. Plus la relation est fusionnelle, moins on s'aperçoit de là où elle s'arrête. Et où nous commençons. Après le dîner, nous nous sommes promenés le long des quais, profitant de la douceur de la soirée d'été. Quand Thomas a pris ma main, le geste a semblé naturel, non pas comme une exigence ou une appropriation, mais comme un simple rapprochement. « J'aimerais vous revoir », a-t-il dit en m'accompagnant à ma voiture. « J'aimerais beaucoup moi aussi », ai-je répondu, et je le pensais. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un autre message de Samuel, « Tu as montré ce que tu voulais montrer, maman. Il est vraiment contrarié que tu rates la fête. Est-ce qu'on peut se parler ?» J'ai soupiré, la sensation agréable de ma soirée avec Thomas s'estompant. J'ai rédigé ma réponse, « Je suis disponible demain après-midi si tu veux passer. » En posant le téléphone, j'ai vu une notification de ma boutique Etsy, une nouvelle commande et une évaluation d'une cliente récente, le travail de Rachel est remarquable. Elle n'a pas seulement fait une courte pointe avec les vêtements de ma mère, elle a capturé sa présence dans chaque point de couture. Une véritable artiste. Je l'ai lu 2 fois, laissant ces mots faire leur chemin en moi. Artiste, créatrice. C'étaient des identités que je m'appropriais désormais, distinctes de tout ce qui avait précédé mais enrichies par cela. Elle ne pouvait pas m'être retirée ou amoindrie par la déception de Samuel ou la colère d'Ila. Le lendemain, j'ai attendu l'arrivée de Samuel. J'avais préparé du café et disposé les scones aux myrtilles qu'il avait toujours adorées, non pas comme une offrande de paix, mais par simple sens de l'hospitalité. Quand la sonnette a retenti à 15 heures, j'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir. Samuel se tenait sur le porche, les mains dans les poches, l'air plus jeune que ses 30 ans. Pendant un instant, je l'ai revu à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, toujours un peu incertain derrière son assurance de façade. « Salut, maman », a-t-il dit. « Samuel », ai-je répondu, m'effaçant pour le laisser entrer. Il est entré avec prudence, jetant des coups d'œil autour de lui comme s'il s'attendait à des changements. Mais la maison ressemblait beaucoup à ce qu'elle avait toujours été, peut-être un peu plus ordonnée, avec davantage d'échantillons de tissu sur la table de la salle à manger et un nouveau système de classement pour mes bobines de fil, mais fondamentalement identique. Du café, ai-je proposé en le conduisant à la cuisine. Je veux bien, il s'est assis à la table, triturant une serviette. Tu as été bien occupé, à ce qu'on m'a dit. Jessica a mentionné que ta boutique Etsy marchait fort. J'ai servi le café pour nous deux avant de m'asseoir en face de lui. C'est le cas, ai-je confirmé. J'anime aussi des cours au centre communautaire désormais. C'est super, maman. Vraiment. Son sourire semblait sincère, bien que crispé. Je suis content pour toi. J'ai attendu, laissant le silence l'inciter à en venir au véritable but de sa visite. Écoute, a-t-il fini par dire, je sais que tu es fâché pour le mariage, et on aurait peut-être pu mieux gérer certaines choses, mais cette histoire de fête prénatale, on a l'impression que tu nous punis. Je te l'ai déjà dit, je ne punis personne, ai-je répondu calmement. Je fais des choix sur la façon dont je consacre mon temps et mon énergie. Mais c'est ton petit enfant, a insisté Samuel. Tu ne veux pas t'impliquer? Bien sûr que si, ai-je dit. Mais s'impliquer ne signifie pas accepter le manque de respect. Cela ne signifie pas faire comme si le mariage n'avait pas eu lieu ou que je n'en avais pas été délibérément exclu. L'expression de Samuel s'est durcie. Ce n'était pas comme ça. C'est juste qu'il a été stressé et sa mère a pris en charge une grande partie de l'organisation. Des choses ont été oubliées. Je n'ai pas été oublié, Samuel. J'ai été effacé. J'ai gardé une voix calme. Il n'y avait pas de place pour moi à la réception. Mes photos ont été retirées du diaporama, et Ila et toi avez trinqué à mon absence près du brasero. Son visage a pâli. Tu as entendu ça? Oui. Je suis arrivé en retard à cause d'un pneu crevé. J'ai entendu chaque mot. Samuel a baissé les yeux vers sa tasse de café. C'était juste une plaisanterie, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Ce n'était pas drôle, ai-je répondu. Et ce n'était pas la première fois que je me sentais de trop dans ta nouvelle vie. Il n'a pas répondu immédiatement. Quand il a levé les yeux, il y avait dans son regard une lueur de calcul inédite. C'est pour ça que tu as changé ta boîte aux lettres et commencé tout ça? Il a fait un geste vague vers la cuisine. Ce besoin d'indépendance. La façon dont il a prononcé ce mot, comme s'il s'agissait d'une phase, d'une rébellion,
a fait naître une fermeté en moi. Non, Samuel. J'ai changé ma boîte aux lettres parce que je suis indépendante. Je l'ai toujours été. Tu ne l'as simplement jamais remarqué parce que je faisais en sorte que cela paraisse simple. Et pour la maison, a-t-il demandé. La question est venue trop vite, trop brusquement. C'était donc là sa véritable préoccupation. Non pas mon absence à la fête, non pas mes sentiments sur le mariage, mais la maison, mon foyer. Qu'y a-t-il à ce sujet? Ai-je demandé, l'observant attentivement. Il a bougé sur sa chaise. Je veux dire simplement, tu prends de l'âge. Maman, cet endroit est trop grand pour une personne seule. Il a et moi pensions. Je sais exactement ce qu'il a et toi pensiez, les jeux interrompus. J'ai vu les courriels adressés à Kyle Bennett. J'ai lu les publications d'Ila sur les maisons héritées et les projets d'avenir. Le visage de Samuel est devenu rouge. Tu nous espionnes. Non, mais les gens parlent dans cette ville, et vous avez manqué de discrétion. Il s'est levé brusquement, oubliant son café. C'est donc ça. Tu nous coupes les ponts, tu modifies ton testament, tout ça pour une bête plaisanterie le jour du mariage. Je suis restée assise, gardant un ton égal. Je ne coupe les ponts avec personne, Samuel. Je pose des limites. Et oui, je revois ma planification successorale comme le ferait n'importe quel adulte responsable. Ça ne te ressemble pas, maman, a-t-il répété, reprenant ses paroles de notre appel téléphonique. Tu n'as jamais été égoïste auparavant. Le mot est resté suspendu entre nous, révélant plus de choses que Samuel ne le souhaitait probablement. Dans son esprit, mon affirmation de soi était de l'égoïsme. Mes limites étaient des barrières. Mon indépendance était un abandon. Je pense que tu devrais y aller, ai-je dit doucement. Maman. Nous pourrons nous reparler quand tu seras prêt à me considérer comme une personne, et non comme une ressource. Après son départ, je suis resté longtemps à la table de la cuisine, les mains serrées autour de ma tasse de café qui refroidissait. J'éprouvais de la douleur, certes, un profond regret pour la relation que nous avions eue et que nous ne retrouverions peut-être jamais. Mais en dessous se trouvait autre chose, la certitude d'avoir pris la bonne décision, d'avoir formulé les vérités qui devaient l'être. La maison était silencieuse autour de moi, mais elle ne me semblait plus vide. Elle me semblait mienne. Je me suis levé pour rejoindre mon atelier de couture. La courte pointe de bébé m'y attendait, presque achevée désormais. Je la terminerai, non pas comme un geste de réconciliation, mais comme une promesse faite à moi-même et à l'enfant qui allait bientôt entrer dans cette famille complexe, la promesse que l'amour pouvait exister même dans les espaces laissés par l'incompréhension. Pendant que je travaillais, mon téléphone a vibré, affichant un message de Thomas, « Merci pour cette merveilleuse soirée. J'ai hâte de vous revoir. » J'ai souri en tapant ma réponse, avec plaisir, chez moi cette fois, c'est moi qui cuisine. De nouveaux motifs se dessinaient, tant sur le tissu que dans ma vie. Pas parfait, laissant deviner les coutures et parfois quelques nœuds, mais voulus, choisis, miens. Cette même semaine, j'ai lancé un site web pour « Fils par R. Young », allant au-delà d'Etsy pour présenter mes pièces de plus grande taille. Olivia m'a aidé pour les photos, disposant chaque courte pointe sur des fonds neutres qui faisaient ressortir les textures et les teintes. Marcus, l'homme de notre groupe de couture qui voulait simplement réparer ses jeans au départ, s'est révélé être concepteur de site web et a proposé de réaliser le site à un tarif préférentiel. Tu vas avoir besoin d'un vrai portfolio, a-t-il dit en ajustant la lumière pour une courte pointe souvenir particulièrement complexe. Ces pièces racontent des histoires. Elles méritent d'être mises en valeur. Mon premier cours au centre communautaire s'est rempli en quelques heures à peine après son annonce. Le deuxième et le troisième ont rapidement suivi. Ce qui avait commencé comme une pratique solitaire devenait quelque chose de plus grand, un réseau, une entreprise, une identité propre, distincte des rôles que j'avais tenus auparavant. La courte pointe de bébé pour l'enfant de Samuel et Ila attendait, enveloppée dans du papier de soie, sur l'étagère de mon atelier. Je l'avais terminée, mais je ne l'avais pas encore envoyée, attendant le bon moment, ou peut-être la disposition d'esprit nécessaire pour m'en séparer. Un matin de la fin du mois d'août, j'ai reçu un courrier inattendu. L'enveloppe était de couleur crème, de belle qualité, mon nom et mon adresse y étant écrits d'une écriture élégante que je ne connaissais pas. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier assortie, « Chère Madame Young, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Je m'appelle Caroline Bennett. Je crois que nos enfants sont en contact.
Mon fils Kyle a travaillé avec votre fils Samuel sur des questions immobilières. J'ai récemment lu l'article consacré à vos travaux textiles dans le journal local et j'ai reconnu votre nom. Je vous contacte car j'ai une demande assez particulière à vous formuler. Ma mère est décédée le mois dernier et j'ai hérité d'une collection de ses vêtements qui ont pour moi une grande valeur sentimentale. J'ai cru comprendre que vous réalisiez des courtes pointes souvenirs et je me demandais si vous accepteriez de prendre en charge ce projet, si la proposition vous convient. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour en discuter. Mon numéro est indiqué ci-dessous. Bien cordialement, Caroline Bennett. J'ai relu la lettre 2 fois, essayant d'associer ce nom à un visage au-delà de la mère de Kyle. Caroline Bennett. Cela me disait vaguement quelque chose, mais je n'arrivais pas à me rappeler où j'avais bien pu la rencontrer. Intrigué, j'ai appelé le numéro indiqué. Une voix chaleureuse a répondu à la 3e sonnerie. Caroline Bennett à l'appareil. Bonjour, ici Rachel Young. J'ai reçu votre courrier concernant une éventuelle commande. Rachel, je vous remercie d'avoir appelé. Il y avait une réelle chaleur dans sa voix. Je n'étais pas sûr que vous me répondriez au vu des circonstances. Des circonstances, ai-je demandé, perplexe. Un court silence s'est installé. Peut-être devrions-nous nous rencontrer en personne. Seriez-vous libre pour déjeuner demain? Nous avons convenu de nous retrouver au Westfield Garden Café, un restaurant chic situé de l'autre côté de la ville. Je n'y étais pas retourné depuis des années, depuis un dîner de départ à la retraite d'un des directeurs de la banque. C'était le genre d'endroit où les déjeuners s'éternisaient sur 2 heures et où le personnel connaissait les grands crus par cœur. Je suis arrivé 10 minutes en avance, vêtu d'une de mes plus belles tenues, une robe bleue ardoise accompagnée d'une écharpe que j'avais tissée moi-même. L'hôtesse m'a conduite vers une table d'angle tranquille où une femme était déjà installée. Caroline Bennett s'est levée à mon approche. Elle avait peut-être quelques années de plus que moi, était élégamment vêtue de lin crème, ses cheveux argentés coupés en un carré sophistiqué, mais ce furent ses yeux qui retinrent mon attention, vifs, intelligents et curieusement familiers. « Rachel » a-t-elle dit en me tendant la main. « Merci d'être venue. Cela fait bien longtemps. » Je lui ai serré la main, essayant toujours de la situer. « Je suis désolé, nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Elle a esquissé un léger sourire. « Brièvement, très brièvement, au lycée de Westridge, en 1978. Je m'appelais alors Caroline Winters. J'ai fréquenté James Young pendant environ 6 mois avant qu'il ne vous rencontre. » Le nom s'est mis en place dans mon esprit avec une pointe de surprise. James Young, le père de Samuel, l'homme qui m'avait séduite à 19 ans et avait disparu à mes 27 ans, me laissant un emprunt immobilier sur les bras, un fils de 5 ans et un chapelet de promesses non tenues. « Vous êtes cette Caroline » ai-je dit lentement en m'asseyant. « James vous a mentionné une fois ou deux. » J'imagine qu'il l'a fait, et pas de façon très aimable, son sourire se fit ironique. James avait le don de faire croire à chaque nouvelle femme de sa vie que toutes les précédentes présentaient des failles. Je ne savais pas quoi répondre. James avait en effet dépeint ses ex-petites amies comme collantes, exigeantes, instables, toutes les tares dont il m'avait par la suite accusé lorsqu'il était parti. « J'espère que ma démarche ne vous indispose pas » a repris Caroline en ouvrant sa carte. « Quand j'ai vu l'article vous concernant, j'ai ressenti. Je ne sais pas, une forme de lien. Peut-être un fil conducteur qu'il convenait de renouer. Et votre fils Kyle est l'agent immobilier qui s'occupe de Samuel, ai-je ajouté, assemblant les pièces du puzzle. Le monde est petit. L'expression de Caroline a légèrement changé. Oui, c'est d'ailleurs en partie pour cela que je voulais vous voir. Kyle m'a fait part de certaines inquiétudes quant à la nature des démarches de Samuel. Le serveur s'est approché pour prendre nos commandes. Caroline a opté pour une salade et de l'eau pétillante. J'ai choisi la même chose, n'ayant soudain plus très faim. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, j'ai demandé, quel genre d'inquiétude? Caroline a croisé ses mains sur la table. Kyle exerce ce métier depuis 15 ans. Il sait d'instinct quand une situation pose un problème éthique. Il s'est senti mal à l'aise face aux questions de Samuel concernant votre propriété. Parce que Samuel n'est pas propriétaire de ma maison, ai-je répondu. Exactement, a hoché Caroline. Kyle pensait au départ que Samuel agissait en votre nom, mais certains propos laissaient penser le contraire. Quand l'article a mentionné que vous étiez la mère de Samuel, Kyle a fait le rapprochement et s'est confié à moi. J'ai bu une gorgée d'eau, assimilant cette information.
Et la commande dont vous parliez dans votre lettre, est-elle réelle ou s'agissait-il d'un prétexte? Oh, elle est tout à fait réelle, m'a assuré Caroline. Ma mère est bien décédée le mois dernier, et j'ai bel et bien ses vêtements. J'ai vu vos réalisations en ligne, elles sont remarquables. Mais oui, j'avoue que j'avais une autre motivation pour vous contacter. Nos salades sont arrivées, m'offrant un moment pour rassembler mes esprits. Pourquoi cette femme, pratiquement une inconnue et liée à un épisode douloureux de mon passé, s'immisçait-elle ainsi dans mes affaires familiales? Comme si elle devinait mes pensées, Caroline a dit doucement, « James m'a fait ce qu'il vous a fait ensuite. Il m'a quitté pour une autre. Il prétendait que j'en demandais trop. Il m'a poussé à douter de mes propres ressentis. J'étais plus jeune que vous, il n'y avait pas d'enfant en jeu. Mais il m'a fallu des années pour reconstruire mon identité. » Elle a piqué un morceau de salade, puis a posé sa fourchette sans la manger. J'ai senti un mouvement de recul défensif se manifester en moi. Samuel n'était pas James, les situations n'étaient pas comparables, mais je me suis ravisé. N'avais-je pas décelé moi-même ce calcul dans le regard de Samuel? Cette idée que mes biens lui appartenaient de droit, ce mépris de mes besoins au profit des siens. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je fini par demander. Caroline a soutenu mon regard directement. Parce que quelqu'un aurait dû me mettre en garde contre James, et personne ne l'a fait. Parce que j'ai passé 40 ans à me demander ce qu'était devenue la jeune femme pour qui il m'avait quitté, et parce que les femmes de notre âge devraient veiller les unes sur les autres. J'ai senti quelque chose bouger en moi, une reconnaissance, une solidarité inattendue. Caroline n'était pas une rivale du passé, mais une devancière sur ce même chemin difficile. Merci, ai-je dit simplement. Elle a hoché la tête, le regard compréhensif. Bien, si nous parlions de cette courte pointe à présent. Ma mère possédait une collection de foulards en soie tout à fait remarquable. Nous avons passé l'heure suivante à parler des vêtements de sa mère, des options pour la courte pointe souvenir et des anecdotes liées à certaines pièces. À la fin du café, j'avais accepté la commande et Caroline m'avait transmis de précieux conseils sur la planification successorale, fruit de ses années d'expérience en tant que juge aux affaires familiales. Au moment de nous séparer, elle m'a touché légèrement le bras. « Rachel, puis-je me permettre un conseil personnel ?» J'ai hoché la tête, intrigué. « Ne laisse pas la culpabilité dicter tes choix. Cela mène rarement à quelque chose de bon. » J'ai gardé ces mots en tête tout au long du retour, les retournant dans mes pensées. La culpabilité avait été ma compagne silencieuse pendant des décennies, culpabilité de n'avoir pas été assez pour que James reste, culpabilité de n'avoir pas offert à Samuel une famille unie, culpabilité pour chacun de mes besoins personnels qui entraient en concurrence avec les siens. Combien de mes décisions avaient été dictées par cette culpabilité? Combien de limites avais-je manqué de poser parce que j'estimais ne pas y avoir droit? Le soir même, j'ai reçu un message d'Hila, notre premier contact direct depuis le mariage, fête prénatale samedi. Cela signifierait beaucoup pour Samuel que tu sois là. Nous pouvons mettre de côté nos différends pour une journée, n'est-ce pas? Pour le bébé. Par le passé, cet appel aurait fonctionné. J'aurais mis de côté ma blessure, affiché un sourire de circonstance et me serais présenté chargé de cadeaux, bien décidé à prouver que je n'étais pas la personne compliquée. Mais les mots de Caroline résonnaient en moi, ne laisse pas la culpabilité dicter tes choix. Au lieu de répondre immédiatement, j'ai appelé Jessica. Si tu prévois de te rendre à la fête de naissance d'Hila, ai-je dit lorsqu'elle a décroché, j'aimerais que tu y remettes quelque chose de ma part. Tu n'y vas pas, a demandé Jessica, sans paraître surprise pour autant. Non, ai-je répondu. J'envoie la courte pointe que j'ai confectionnée, mais je n'y serai pas moi-même. C'est une excellente décision, a dit fermement Jessica. Je la leur remettrai avec une carte. Tu veux que j'écrive quelque chose de particulier? J'ai réfléchi un instant. Juste avec toute mon affection, Rachel. Rien de plus. Après avoir raccroché, j'ai répondu par message à Hila, j'ai transmis un présent par l'intermédiaire de Jessica. Je vous souhaite une excellente fête prénatale. Simple, direct, sans excuse. Sa réponse ne s'est pas fait attendre, donc tu ne viens vraiment pas. Samuel avait raison. Tu as changé. J'ai posé mon téléphone sans répondre. Oui, j'avais changé. Et pour la première fois depuis bien longtemps, ce changement s'apparentait à un épanouissement plutôt qu'à une perte. Le lendemain matin, j'ai consulté mes courriels et j'ai trouvé un message provenant d'une adresse inconnue, megan.wilson@berrytimes.com.
L'objet indiquait « Demande d'entretien, coup de projecteur sur les créateurs locaux ». Chère mademoiselle Young, je m'appelle Megan Wilson et je suis rédactrice pour le magazine Berry Times. Nous préparons un numéro spécial sur les artisans locaux qui ont réinventé leur parcours dans la seconde partie de leur vie, et votre nom nous a été chaleureusement recommandé. Accepteriez-vous de m'accorder un entretien pour notre section créateurs? L'article comprendrait des prises de vue professionnelles de vous et de vos réalisations, en mettant l'accent sur votre transition de la banque vers les arts textiles. N'hésitez pas à me faire part de votre intérêt. Nous espérons planifier les entretiens au début du mois prochain. Bien cordialement, Megan Wilson. Je suis resté devant l'écran, traversé par un mélange d'émotions, de la fierté d'être reconnu, de l'hésitation face à cette exposition publique, et un frisson discret à la lecture de l'expression « seconde partie de vie », comme une confirmation que mon histoire n'était pas achevée. Mais qu'elle ouvrait simplement un nouveau chapitre. Avant de me laisser gagner par le doute, j'ai cliqué sur répondre et j'ai accepté l'invitation. J'ai consacré ma matinée à la commande de Caroline, répertoriant avec soin les foulards et les vêtements qu'elle m'avait apportés la veille. Chaque pièce racontait une histoire, un foulard en soie de Paris, un pull en cachemire usé au coude, un sac de soirée perlé datant des années 1960. Tout en travaillant, je réfléchissais aux transmissions, à ce que nous laissons derrière nous, aux objets qui conservent notre empreinte une fois que nous sommes partis. Mon téléphone a sonné juste après midi. Je me demandais si tu serais libre pour dîner ce soir, a dit Thomas à l'autre bout du fil. Quelque chose s'est présenté hier et j'aimerais avoir ton avis. Nous avons convenu de nous retrouver chez lui, ce qui constituait une première invitation à son domicile. J'ai pris la route à 18h, apportant une bouteille de vin et les échantillons de la courte pointe de Caroline au cas où Thomas aurait des suggestions de présentation. Sa maison se situait dans un quartier ancien de la ville, un pavillon en briques de plain-pied, modeste mais soigné, agrémenté d'un très beau jardin paysager. Thomas m'a accueilli sur le pas de la porte, vêtu simplement d'un pantalon beige et d'une chemise bleue fluide. « J'espère que tu aimes le poisson grillé », a-t-il dit en m'invitant à entrer. C'est à peu près la seule recette que je maîtrise. L'intérieur était chaleureux et accueillant, du mobilier confortable, des bibliothèques habillant un mur, des photos de famille disposées sur un autre. Un piano quart de queue occupait un angle du salon, sa surface vernie reflétant la lumière du soir. Il appartenait à Hélène, a dit Thomas, remarquant mon intérêt. Elle en jouait magnifiquement. Je continue à le faire accorder, bien que personne n'en joue aujourd'hui. Il n'y avait aucune tristesse dans sa voix, juste le constat apaisé de ce qui avait été. Je trouvais touchant qu'il conserve cet élément lié à sa défunte épouse chez lui, honoré, mais sans en faire un sanctuaire. Au cours du dîner, qui s'est avéré excellent, Thomas m'a exposé le sujet pour lequel il sollicitait mon avis. On m'a proposé d'intégrer le conseil d'administration de la fondation communautaire, a-t-il dit en servant de nouveau le vin. Cela représente un investissement en temps important, mais c'est aussi l'occasion d'orienter des fonds vers des initiatives qui me tiennent à cœur, comme le programme artistique du centre communautaire. Tu devrais absolument accepter, ai-je dit sans hésiter. Tes compétences financières y seront précieuses, et la fondation a besoin de personnes qui mesurent la portée de l'enseignement artistique. Thomas a souri, visiblement encouragé par ma réaction. J'espérais que tu dirais cela. Il y a autre chose cependant. Il a marqué un temps d'arrêt. Si j'accepte ce poste, j'aimerais mettre en place un petit programme de bourse pour les arts textiles, et j'aimerais que tu m'aides à le concevoir. J'ai posé mes couverts, surprise. Moi? Mais je ne suis pas une spécialiste. Je n'enseigne que depuis quelques mois. Tu apportes une vision dont ils ont besoin, a insisté Thomas. Tu comprends ce que signifie découvrir une voie créative sur le tard, à quel point cela peut être structurant. Son regard a croisé le mien. À quel point c'est essentiel. Le mot a résonné en moi, essentiel. Non pas secondaire, accessoire ou d'agrément, autant de qualificatifs que j'avais inconsciemment associés à mes activités créatives pendant des années. Essentiel comme le fait de respirer. J'en serais très honoré, ai-je répondu après le dîner. Nous nous sommes installés sur sa terrasse arrière avec nos cafés, observant les lucioles s'élever du jardin à la nuit tombée. La soirée était douce, la discussion fluide. Quand Thomas a cherché ma main, j'ai trouvé naturel de la lui laisser. Rachel, a-t-il dit doucement, je veux que tu saches que je ne cherche pas à remplacer ce que j'ai vécu avec Hélène, ni ce que tu as vécu de ton côté. J'ai passé l'âge de croire qu'une vie peut se substituer à une autre. Qu'est-ce que tu cherches alors, ai-je demandé.
Il a réfléchi un moment. De la complicité, de la joie là où nous pouvons en trouver, un troisième acte qui vaille la peine d'être vécu. J'ai souri en repensant au courriel reçu le matin même. Un troisième acte, ai-je répété. Cela me plaît. Quand Thomas m'a embrassé pour me dire bonne nuit près de ma voiture, j'ai ressenti cela à la fois comme un dénouement et un renouveau, la fermeture douce d'un chapitre et l'esquisse d'un autre à composer. Sur le chemin du retour, je me suis surprise à penser à la fête prénatale de Samuel et Dilla qui devait avoir lieu dans quelques jours. J'imaginais la scène, Patricia Phillips animant des jeux, Ila ouvrant ses présents, Samuel jouant le rôle du futur père comblé, une représentation à laquelle j'aurais autrefois tant voulu assister, prête à accepter toutes les conditions pour y figurer. J'éprouvais à présent un certain détachement. Non pas de l'indifférence envers l'enfant, j'imaginais déjà des modèles à créer pour lui, des histoires à lui conter un jour, mais de la distance par rapport aux faux-semblants, aux obligations sociales, aux jeux d'évitement autour des vérités dérangeantes. Je me demandais quel motif Denise retiendrait pour son carré de courte pointe illustrant cette étape de sa reconstruction. Quelque chose lié à la clairvoyance, sans doute, à la capacité de voir distinctement à distance. À mon arrivée, un paquet m'attendait sur le porche, une petite boîte enveloppée de papier craft, sans adresse d'expédition. À l'intérieur se trouvait une enveloppe ancienne, jaunie par le temps, portant mon nom écrit d'une écriture que j'ai immédiatement identifiée, celle de James. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. S'y trouvait une lettre datée d'il y a 25 ans, rédigée juste après l'entrée de Samuel à l'université. Rachel, je sais que tu n'as aucune raison de me lire, encore moins de croire ce que je pourrais te dire après tout ce temps. Mais Samuel obtient son diplôme le mois prochain, et je me surprends à penser à tout ce que j'ai manqué, tout ce que j'ai abandonné en partant. Je me dis que j'étais jeune, immature, inapte aux responsabilités. La vérité est plus égoïste, j'étais un lâche, et Samuel et toi méritiez mieux. Je ne solliciterai ni ton pardon ni une place dans vos vies. Mais je veux que tu saches que je mesure ce que tu as accompli en élevant notre fils seul, en lui donnant tout ce que j'ai été incapable de lui apporter. Il est le reflet de ta force, pas de mon sang. Je joins un chèque pour contribuer à ses frais. C'est bien trop peu, bien trop tard, mais c'est ce que je peux proposer aujourd'hui. James. Il n'y avait aucun chèque dans l'enveloppe, s'il y en avait jamais eu un. Rien dans le colis n'expliquait comment cette lettre m'était parvenue aujourd'hui, après tant d'années. James l'avait-il envoyé récemment, ou quelqu'un l'avait-il retrouvé dans ses affaires? Était-il seulement encore en vie? J'ai posé la lettre, troublé mais pas bouleversé. Le temps avait estompé les angles vifs de cette souffrance. Ce qui me frappait le plus était cette coïncidence temporelle, cette ombre du passé surgissant au moment précis où je m'ancrais plus fermement dans mon avenir. Mon téléphone a vibré, affichant un message de Samuel. « Maman, on peut se parler ?» Pas pour la fête, pour autre chose. J'ai marqué un temps d'arrêt avant de répondre. « Je suis chez moi demain après-midi si tu veux passer. » Sa réponse a été instantanée, entendue, à 14 heures. J'ai dormi d'un sommeil agité cette nuit-là, traversé par des brides de souvenirs, James franchissant la porte avec sa valise, Samuel pleurant son père, les années de solitude à travailler, élever mon fils et tenter de faire face. Mais dans mon rêve, je contemplais la scène à distance, comme si j'observais la vie d'une autre à travers une fenêtre. Je me suis réveillé avec un sentiment de paix curieux, comme si un nœud ancien en moi s'était enfin dénoué. Samuel est arrivé précisément à 14 heures le lendemain. Il semblait fatigué, des cernes sous les yeux, son assurance habituelle émoussée. Il tenait un sac en toile qu'il a posé délicatement sur la table basse. « Merci de me recevoir », a-t-il dit, restant debout alors que je m'étais assise. « Je t'en prie », ai-je répondu. « Que as-tu à l'esprit ?» Il a fait les 100 pas dans le salon avant de s'asseoir sur le rebord du canapé. « J'ai réfléchi au mariage, à notre attitude envers toi, à la maison. J'ai attendu, lui laissant le temps de poursuivre. Ila et moi nous sommes disputés sérieusement après ma dernière visite, a-t-il admis, à propos de la fête de naissance, de toi, de beaucoup de choses. Elle m'a dit des choses qui m'ont fait réfléchir. Il a passé une main dans ses cheveux. Elle m'a dit que j'étais en train de devenir comme mon père. Les mots sont restés en suspens. J'ai repensé à la remarque de Caroline sur les échos, sur la répétition des schémas. Tu n'es pas ton père, Samuel, ai-je dit doucement. Ah bon? Il m'a regardé en face. Prétentieux, égoïste, te considérant comme un acquis. C'est assez ressemblant. J'ai secoué la tête.
Ton père est parti. Toi, tu es là, à essayer d'avoir une discussion difficile. C'est déjà différent. Samuel a ouvert le sac en toile avec précaution. J'ai trouvé ça en préparant les cartons pour le déménagement vers la nouvelle maison. J'avais oublié que je les avais. Il a sorti plusieurs pièces de tissu. Il ne s'agissait pas de morceaux quelconques, je les ai identifiés immédiatement, la couverture que je lui avais faite pour sa première chambre d'étudiant, la tête d'oreiller brodée au logo de son université, la cravate que j'avais cousue pour son premier entretien d'embauche. Tu as gardé tout ça, ai-je dit, surprise. Absolument tout, a-t-il confirmé, disposant chaque pièce sur la table basse. J'ai effleuré le bord de la couverture d'étudiant, me rappelant les nuits passées à la finir avant son départ, voulant qu'il emporte un peu de sa maison dans cet endroit inconnu. Je ne sais pas quand j'ai commencé à te considérer comme acquise, a repris Samuel. Ça s'est fait si progressivement que je ne m'en suis pas rendu compte, mais en voyant toutes ces choses, en pensant à tout le temps et à l'amour que tu y as consacré. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai été odieux, maman. Je ne pouvais pas le contredire sur ce point, mais je ne l'ai pas accablé non plus. À la place, j'ai demandé, qu'est-ce qui a changé? Samuel est resté silencieux un instant. Hila est enceinte, a-t-il fini par dire. Je vais devenir père, et d'un coup, je suis terrifié à l'idée de reproduire les mêmes erreurs, d'être pour mon enfant ce que mon père a été pour moi, ou pire, ce que j'ai été pour toi ces derniers temps. Il a baissé les yeux vers ses mains. J'ai appris que Kyle Bennett était le fils de la juge Bennett. Elle m'a convoqué à son bureau hier. J'ai haussé les sourcils, surprise. Caroline ne m'avait pas dit qu'elle comptait s'entretenir avec lui. Elle m'a parlé de mon père, a poursuivi Samuel, de la façon dont il s'est comporté avec elle, puis avec toi, des schémas de comportement qui se répètent. Il a croisé mon regard. Et elle m'a montré une lettre de mon père qui t'était destinée, écrite quand j'étais à l'université. Est-ce que tu l'as reçue? J'ai jeté un coup d'œil vers la table d'appoint où j'avais posé la lettre de James la veille. Hier soir, justement. Une curieuse coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, a admis Samuel. La juge Bennett l'avait. Mon père la lui avait confiée il y a des années pour qu'elle soit conservée en lieu sûr, craignant que tu ne la jettes si elle venait directement de sa part. Elle l'a gardée tout ce temps, puis a estimé que je devais la lire avant de te la remettre. Je cherchais à structurer ces informations. Caroline avait organisé tout cet enchaînement, notre déjeuner, l'entretien avec Samuel, la remise de la lettre. Pourquoi? Comme s'il lisait dans mes pensées, Samuel a dit, elle m'a expliqué qu'elle tentait de briser un cercle vicieux, que parfois, il faut un regard extérieur pour prendre conscience de schémas dont nous sommes trop proches pour les voir nous-mêmes. Il s'est penché en avant. Maman, je suis tellement désolé pour le mariage, pour la fête de naissance, pour tout. J'étais tellement centré sur ma nouvelle vie avec Hila que j'ai oublié qui m'avait aidé à en poser les fondations. Les excuses étaient sincères, je le voyais. Mais un point restait en suspens. Et Hila, ai-je demandé, comment vit-elle tout cela? Samuel a bougé inconfortablement sur son siège. Elle y réfléchit. Elle a grandi dans un autre environnement que le mien. Sa famille accorde de l'importance aux apparences, au statut social. Elle a eu du mal à comprendre nos rapports. Et la maison, ai-je insisté, les démarches auprès de Kyle Bennett. Samuel a eu la décence d'avoir l'air confus. C'était une erreur. Une erreur totale. Nous nous sommes laissés emporter par l'idée d'une maison familiale idéale. Et la mère d'Hila répétait que tu souhaiterais probablement emménager dans plus petit de toute façon, que ce serait une solution idéale pour tout le monde. Il a secoué la tête. J'ai hoché la tête, prenant acte de ses regrets sans chercher à en rajouter. Et maintenant? Maintenant, nous avons acheté un endroit à l'autre bout de la ville, a-t-il dit. Une maison avec des travaux, mais saine. Nous signons la semaine prochaine, il a marqué un temps d'arrêt. Et j'ai dit à Hila que nos relations avec toi devaient changer, que tu méritais une autre considération de notre part. Comment a-t-elle réagi? Samuel a esquissé un léger sourire. Mieux que je ne le pensais, à vrai dire. Je crois que la grossesse a modifié son regard elle aussi. Elle m'interroge sur la mère que tu as été, sur la façon dont tu as géré le quotidien seul. Il a regardé la pile de tissus sur la table. Je lui ai parlé de tout ça, de ta façon de rendre les choses uniques, même quand le budget était serré. J'ai ressenti un apaisement dans ma poitrine.
Non pas ce besoin impérieux d'approbation que j'avais porté si longtemps, mais un plaisir plus simple à être comprise, à ce que l'on se souvienne de moi avec justesse. J'aimerais que nous repartions sur de nouvelles bases, a dit Samuel, sans faire semblant d'oublier le passé, mais en construisant quelque chose de plus solide pour l'avenir, surtout avec l'arrivée du bébé. J'ai pesé ces mots attentivement. La blessure du mariage n'avait pas disparu, pas plus que la lassitude accumulée au fil des mois passés à me sentir écarté. Mais la personne qui se tenait devant moi ressemblait davantage au fils que j'avais élevé, réfléchi, capable d'évoluer, prêt à admettre ses torts. J'aimerais cela moi aussi, ai-je dit finalement. Mais cela demandera du temps et des efforts des deux côtés. Samuel a hoché la tête, le soulagement visible sur ses traits. C'est bien normal. Tout à fait normal, il a regardé sa montre. Je dois y aller. Il a un rendez-vous médical dans 1 heure, il s'est levé, hésitant avant d'ajouter, accepterais-tu de venir dîner la semaine prochaine dans notre nouvelle maison? Rien de guindé, juste un nouveau départ. J'ai souri. Avec plaisir. Après le départ de Samuel, je suis resté à regarder les tissus qu'il m'avait rapportés. Les preuves tangibles d'années d'affection exprimées par le travail de mes mains. Chaque pièce recelait des souvenirs, certains joyeux, d'autres doux amers. Ensemble, elles dessinaient une sorte de fil conducteur de notre relation, imparfaite, marquée par des manques et des aspérités, mais durable. J'ai pensé à la courte pointe de bébé achevé, désormais en route pour la fête de naissance avec Jessica. Je l'avais réalisée dans une période de souffrance et de distance, et pourtant, elle contenait de l'amour dans chacun de ses points de couture. C'était peut-être là le rôle le plus authentique d'une mère, cette capacité à aimer au-delà des difficultés, à façonner du beau à partir de la douleur. Mon téléphone a vibré, affichant un message de Thomas, mes pensées t'accompagnent aujourd'hui. Dîner demain. J'ai souri en saisissant ma réponse, oui, chez moi cette fois, je m'occupe du dîner. Puis un message d'Olivia, le magazine a appelé pour l'article. Prise de vue la semaine prochaine. Prête pour le gros plan, Mademoiselle Young? Et enfin, une alerte de messagerie, une nouvelle commande pour ma plus importante pièce à ce jour, une courte pointe commémorative pour une famille ayant perdu son patriarche. Devant intégrer des éléments de vêtements retraçant 6 décennies de sa vie. J'ai balayé du regard mon salon, observant les projets de couture empilés dans un coin, l'article encadré au-dessus de mon bureau, mes nouvelles cartes de visite affichant « R. Young, artiste textile ». Cet espace qui avait été marqué par le vide, l'absence d'un conjoint, une famille incomplète, était aujourd'hui habité par mes créations, une activité, un réseau, une identité propre. Le bébé est arrivé avec 3 semaines d'avance, une petite fille de 3,2 kg, avec le menton de Samuel et les yeux d'Ila. Ils l'ont prénommée Elisa Grace Young. Et en dépit des tensions passées, je fus l'une des premières personnes prévenues par Samuel. Elle est parfaite, maman, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Absolument parfaite. Je me suis rendu à la maternité le lendemain, apportant un présent modeste, non pas la courte pointe qui avait été remise lors de la fête prénatale, mais un petit bonnet tricoté dans les tons pastels que préférait Ila. J'avais brodé les initiales de l'enfant sur la bordure, une attention personnelle. Ila était installée dans son lit, fatiguée mais rayonnante. Elle a incliné la tête à mon entrée. Pas tout à fait chaleureuse, mais pas hostile non plus. Un début de progrès. Merci d'être venu, a-t-elle dit poliment. Samuel se tenait près de la fenêtre, berçant le petit paquet dans ses bras. En me voyant, son visage s'est éclairé comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Maman, viens faire la connaissance de ta petite fille. Il a déposé Elisa dans mes bras en me recommandant de bien lui soutenir la tête. Elle était chaude et incroyablement minuscule, son visage apaisé dans son sommeil. J'ai éprouvé ce sentiment d'amour protecteur qui m'avait submergé à la naissance de Samuel. Cet instinct fort qui dépasse toute logique. Elle est magnifique, elle chuchotait, effleurant un doigt miniature parfait. Absolument magnifique. Nous avons reçu ta courte pointe, a dit Ila après un instant. Elle est superbe. Je n'ai jamais rien vu de tel, j'ai levé les yeux, surprise par l'admiration réelle dans sa voix. Merci. Je suis ravi qu'elle vous plaise. Ma mère voulait savoir où nous l'avions achetée, a-t-elle poursuivi avec un léger sourire. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était faite main. Elle montre les photos à toutes ses amies. Patricia Phillips, impressionnée par une de mes créations. L'idée en était presque réjouissante. La chambre est terminée,
a ajouté Samuel. Nous aimerions que tu viennes la voir quand tu auras le temps. La courte pointe en est la pièce maîtresse, nous avons pensé tout l'aménagement autour d'elle. Je lui ai rendu Elisa, l'observant réajuster sa couverture avec attention. À cet instant, je ne voyais plus le jeune homme prétentieux qui m'avait tenu à l'écart lors de son mariage, mais le fils que j'avais élevé, attentionné, doux, capable d'évoluer. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu. La visite fut brève mais cordiale, un premier pas vers ce que seraient nos futures relations. Au moment où je partais, il m'a appelé. Rachel, a-t-elle dit, utilisant mon prénom pour la première fois. Accepterais-tu? Accepterais-tu de m'apprendre la couture? Juste les bases. J'aimerais faire des vêtements pour Elisa à mesure qu'elle grandira. La demande m'a surprise. Bien sûr, ai-je répondu après un temps. Quand tu le souhaiteras. En rejoignant ma voiture, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Non pas que tout soit réglé, il restait des discussions à mener, des limites à poser, de la confiance à reconstruire, mais parce qu'un changement fondamental s'était produit, je n'avais plus à lutter pour être accepté ou reconnu. On m'invitait selon des modalités qui respectaient ma valeur. La semaine suivante, Megan Wilson du magazine Barry Times est arrivée chez moi accompagnée d'un photographe. Ils ont passé plusieurs heures à photographier mon atelier, mes créations terminées, mes mains s'activant sur l'ouvrage de Caroline. Les questions de Megan étaient pertinentes, s'intéressant non seulement à mes techniques mais au cheminement qui m'avait mené là. Que diriez-vous aux femmes qui ont le sentiment de s'être oubliées dans leurs rôles familiaux, a-t-elle demandé alors que nous étions installés à la table de la cuisine. J'ai réfléchi un moment. Je leur dirais que rien ne se perd jamais tout à fait. Parfois, des facettes de nous-mêmes entrent en sommeil, attendant simplement les conditions favorables pour s'exprimer de nouveau. Et je leur dirais qu'il n'est jamais trop tard pour devenir celle qu'on aurait pu être. L'article est paru le mois suivant, un dossier de 6 pages intitulé « Le fil conducteur, le parcours de Rachel Young, de mère de famille à artiste ». Les photographies étaient magnifiques, restituant mon travail mais aussi la démarche qui l'animait, la patience, le soin du détail, le respect de ce qui avait précédé. Les commandes ont afflué après la parution, plus nombreuses que je ne pouvais en accepter. J'ai mis en place une liste d'attente et réévalué mes tarifs pour correspondre à la valeur de mon temps et de mon savoir-faire. Personne ne s'en est plaint, la demande a même continué de croître. Olivia m'a suggéré de prendre une apprentie. « Tu ne peux pas continuer à travailler autant », a-t-elle dit lors de l'un de nos cafés réguliers. « Tu as besoin d'aide, et beaucoup de personnes aimeraient apprendre à tes côtés. » J'ai pensé à Denise, qui avait achevé sa courte pointe de divorce par un dernier carré qu'elle avait nommé « Nouvel Horizon », un motif de lever de soleil aux couleurs éclatantes. J'ai pensé à la jeune mère de notre atelier, qui créait désormais des vêtements d'enfants à partir de chutes de ses propres habits trop petits. J'ai pensé à Hila, qui avait assisté à une première séance, peinant sur les points de base mais résolue à poursuivre. « Tu as raison », ai-je dit à Olivia. Ce jour-là, j'ai reçu un appel de la Fondation communautaire. Ils mettaient en place le programme de bourse pour les arts textiles que Thomas avait suggéré, avec des fonds pour des cours, du matériel et du mentorat. Ils souhaitaient que Jean soit la première directrice. Cela impliquait d'élaborer les programmes, de sélectionner les candidats, de suivre les projets. Le président du conseil m'a expliqué, un engagement important, mais qui, selon nous, profitera à toute la collectivité. J'ai accepté sans hésiter. Thomas m'a invité à dîner pour fêter cela, rayonnant de fierté quand je lui ai annoncé la nouvelle. Nos relations s'étaient approfondies au fil des mois, équilibrées, complices, sans l'impatience de la jeunesse mais avec une stabilité que je n'avais encore jamais connue. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit à la fin du dessert. Il m'a tendu un petit paquet cadeau. À l'intérieur se trouvait un très beau dé à coudre en argent, ancien, orné de fines gravures. Il appartenait à la grand-mère d'Hélène, a-t-il expliqué. Hélène aurait voulu qu'il serve, plutôt qu'il ne reste rangé comme un souvenir. En te voyant travailler sur cette partie délicate de la courte pointe de Caroline la semaine dernière, j'y ai pensé. J'ai été profondément touché, non seulement par l'objet lui-même, mais par l'intention, cette idée que les choses destinées à servir doivent être utilisées, que la vie appartient aux vivants. Je le conserverai précieusement, ai-je dit simplement. Le lendemain, j'ai installé une plaque à côté de ma lampe de Porsche, atelier de R. Young, artiste textile. Non pas pour l'affichage, mais pour la vérité. Les jonquilles ont fleuri tôt cette année-là,
et l'air avait cette douceur qui fait oublier la rigueur de l'hiver. J'ai préparé des muffins au citron, pas de gâteau, et installé une petite table sous l'auvent. Pas d'invitation, pas de protocole, venez qui le souhaitait. Denise a apporté du café glacé. Anna, la jeune mère du groupe de couture, est venue avec sa petite fille et un carnet de croquis rempli de modèles. Olivia est arrivée avec des échantillons de tissus pour le prochain cours. Thomas nous a rejoints plus tard, accompagné de Caroline Bennett, devenue une amie autant qu'une cliente. Samuel et Hila se sont arrêtés brièvement, Elisa dormant paisiblement dans son couffin. Ils ne sont pas restés longtemps, ayant un dîner prévu avec les parents d'Hila, mais leur présence ressemblait à un pont en reconstruction, une planche après l'autre. Nous n'avons pas parlé des absences passées ou des blessures d'autrefois. Nous avons parlé de projets, de livres en cours, de teintures et d'accords de couleurs. Personne ne coupait la parole. Personne ne jouait de rôle. À un moment, Olivia m'a interrogé sur ma famille, montrant du doigt la direction par laquelle Samuel et Hila venaient de s'éloigner. J'ai souri et répondu, toujours en cours de construction. Cette réponse ne sonnait plus creuse désormais. Plus tard dans la soirée, j'ai rangé l'espace tranquillement, plié les chaises, lavé les tasses, laissant la plaque du porche éclairée d'une douce lueur dorée dans l'obscurité. À l'intérieur, je suis passé devant l'étagère où je conservais l'invitation de mariage. Le rabat était toujours scellé, le ruban adhésif légèrement jauni sur les bords. J'avais l'habitude de m'arrêter devant chaque fois que je passais, effleurant l'enveloppe comme si elle pouvait encore m'apporter quelque chose. Cette fois, je l'ai prise, je l'ai tenue un instant avant de la déposer dans le bac de recyclage, non pas comme un geste d'oubli ou de pardon, mais pour aller de l'avant, choisissant ce que je devais conserver et ce que je devais laisser derrière moi. La maison était calme autour de moi, habitée par des projets à différents stades d'avancement, la courte pointe de Caroline étalée sur mon plan de travail, attendant les finitions, une petite veste pour Elisa que je brodais de petits oiseaux. Des échantillons de tissu pour le programme de bourse répertoriés par texture et par grammage. Sur mon bureau se trouvait un courrier de la rédaction d'un magazine d'artisanat national s'enquérant d'un éventuel reportage. À côté, une invitation à intervenir lors d'une conférence régionale sur les arts textiles, et un mot de Thomas, au message simple mais fort, en route vers notre avenir. Je n'attendais plus d'invitation de la part de personnes qui n'avaient jamais eu l'intention de m'inclure. Je n'expliquais plus mon absence, je ne justifiais plus ma présence. La plaque du porche parlait d'elle-même. Ce nom était le mien, et il demeurait, même quand les autres avaient cessé de l'employer. J'observais la pièce, témoin d'une vie reconstruite, les fils reliant le passé au présent et à l'avenir. Imparfaite, laissant deviner les coutures ou de légères irrégularités, mais authentiques, entières, miennes.